Bonjour Stéphanie. Je suis ravie que tu aies accepté de venir partager un bout d'histoire dans la tribu des extraordinaires. Avec plaisir. Bienvenue à tous dans Le Jour Où, le podcast de la tribu des extraordinaires. Alors ici, on raconte le moment qui a tout changé. Le jour où on a compris quelque chose de significatif, le jour où on a douté, le jour où finalement tout a basculé ou alors commencé. Alors aujourd'hui, on reçoit Emmanuel qui va nous parler de son histoire et surtout de l'histoire de sa fille avec des moments précieux, vraiment rien que pour vous. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots, Emmanuel, qui tu es, d'où tu viens et nous parler de ta fille ? Oui, donc je suis Emmanuel, j'ai 46 ans. J'ai été enceinte de ma fille à l'âge de 35 ans. Elle a donc aujourd'hui 11 ans. Et donc on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des petites choses qui n'évoluaient pas tout à fait comme tous les autres enfants. Dès les premiers mois, des retards de développement, des difficultés à capter son regard, à être en interaction avec elle, un besoin de proximité énorme dont elle avait besoin, le sommeil léger, enfin voilà, il y avait différentes choses qui m'interpellaient, qui fait que tiens, c'est bizarre. Et aujourd'hui, est-ce que des mots ont été posés sur ces difficultés ou sur les troubles ? Oui, c'est encore compliqué parce que je me bats encore aujourd'hui pour avoir des diagnostics. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été renvoyées aussi sur moi, de la culpabilité notamment. Dire que, la culpabilité de la maman, voilà. Celle avec qui voilà. Surtout quand tous les mots. Le premier enfant, on se laisse facilement déstabiliser en disant que c'est moi qui ne sais pas y faire avec mon enfant, qui la comprend pas, voilà, exactement, on se flagelle. Je me suis rapprochée de la PMI, ensuite des CMP, enfin voilà, j'ai recherché de l'aide assez rapidement. Elle avait quel âge la fois où tu as initié ta première démarche pour aller solliciter de l'aide extérieure ? Elle devait avoir 5-6 mois. Ok, donc très tôt. Ouais. Aussi, ce qui a aidé finalement, c'est quand elle est allée en crèche, parce que les professionnels voient aussi, ont des connaissances sur un regard extérieur. Voilà, il y a un regard extérieur, développement de l'enfant. On voyait que Louane avait du mal à tenir debout, à marcher par rapport aux enfants de son âge. Est-ce que ce passage à la crèche, justement, vous a conforté dans l'idée que tu n'étais pas toute seule à te poser des questions ? Oui, du coup, on se dit, bon, effectivement, je ne suis pas la seule à voir des choses. Après, tant qu'on n'a pas de diagnostic, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe, c'est vrai que on a un peu, des fois, l'impression d'avoir le jugement des autres aussi. Mais j'ai quand même eu la chance d'être accompagnée par un CMP qui, au fur et à mesure du temps, alors ça s'est pas fait tout de suite parce que Louane, elle a été diagnostiquée à l'âge de 5 ans. Et quels ont été les mots qui ont été posés à ce moment-là ? Le diagnostic, il a été posé surtout parce qu'on a fait des analyses biologiques. Ça a mis 6 mois. Donc entre l'annonce d'un diagnostic, votre enfant a une anomalie génétique qui crée des troubles du neurodéveloppement, et le rendez-vous avec le généticien, donc il s'est passé 6 mois. Okay. Pendant lequel tu n'avais pas plus d'informations finalement que juste le mot du diagnostic. Voilà, et du coup ça a été hyper stressant. En plus, il fallait nous aussi qu'en tant que parents, étant donné que c'était génétique, qu'on vérifie qu'il n'y ait pas d'hérédité. Est-ce qu'aujourd'hui tu as des mots concernant les troubles du neurodéveloppement qui ont été générés ou qui découlent finalement du diagnostic de cette anomalie génétique ? Donc Louane, elle a des troubles des apprentissages. D'accord. Elle a aussi un trouble de déficience, de retard intellectuel. J'aime pas trop utiliser le terme de déficience intellectuelle, mais retard intellectuel. Récemment, on a des choses qui ressemblent au spectre de l'autisme. Voilà, des comportements autistiques en tout cas. Louane, elle a 11 ans, mais effectivement, au niveau psycho-affectif et développement intellectuel, on est plus sur un enfant qui a 5-6 ans. Déjà, je te remercie beaucoup parce que on se rend pas compte comme ça, mais se livrer, c'est pas facile. On a plutôt tendance à intérioriser finalement ce qu'on vit avec nos enfants et à peu le partager, soit parce que
on a peur, soit parce qu'on a peur du jugement, soit finalement parce qu'on a peur de ne pas être comprise ou incomprise en parlant. Ouais. Et l'objectif de cette vidéo, c'est justement de pouvoir partager au plus grand nombre le fait qu'il n'y a pas de tabou et que justement quand on en parle, ça peut permettre à la fois de gagner en soulagement et de pouvoir faire grandir ou partager ses expériences et de faire grandir d'autres personnes qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas. Moi, j'apprends beaucoup à tes côtés, Emmanuel, depuis qu'on s'est rencontrés en 2025. Et j'espère que vous, derrière vos écrans, ça vous aide aussi à apprendre par les récits de vie d'autres personnes que vous ne connaissez pas, mais qui, par des petits éléments, des petites similitudes, des petits éléments qui vont résonner, ça va vous apporter soit du réconfort, et c'est tout ce qu'on espère, parfois des conseils et parfois finalement des résonances qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie. Est-ce que tu veux ouvrir un premier papier et nous lire un jour, en espérant que ce soit un jour que tu as... Le jour où tu crois tout recommencer. Ah, t'as gardé ce papier, ça veut dire que ça te parle. Plus dans le sens où le jour où on fait le deuil de l'enfant idéal, où on doit reconsidérer notre vie et la vie de notre enfant. En fonction du diagnostic qu'on nous a posé, en fonction sur toutes ses difficultés, de ses besoins. Je retrousse mes manches et de quoi mon enfant a besoin en fait. Donc là, du coup, on n'est plus du tout dans l'avenir, on est au jour le jour, on est dans le présent. Au début, on est perdu. En plus, on ne sait absolument pas comment les choses vont évoluer. Les professionnels en face ne savent pas. Donc on nous apporte aucune réponse. C'est une plongée dans l'inconnu. Puis advienne que pourra, on verra comment Mais voilà, on est dans l'instant. On est dans l'instant de T, quoi. Donc effectivement, pour moi, recommencer, c'est finalement s'interroger tous les jours, c'est se remettre en question. C'est un chamboulement dans nos vies, malgré tout. Ne serait-ce que ma vie professionnelle. Elle est passée au second plan complètement. Du moment qu'il fallait gérer l'organisation, les rendez-vous avec Louane, il a fallu trouver des solutions pour pouvoir être disponible. L'année du diagnostic a été aussi l'année de la séparation avec le papa. Donc moi, il a fallu réorganiser toute ma vie et toute ma vie tournait aussi un peu autour de ma fille. Voilà, il se trouve que ça a été un peu un cataclysme dans ma vie à ce moment-là, où il y a eu énormément de changements. Donc il a fallu tout mener de front. Quelque part, du coup, j'étais vraiment dans l'action dans les premières années et moins dans le ressenti. Faut dire. Alors c'était peut-être un mécanisme de défense aussi, une protection, et puis comme je te dis, on fonce un peu tête baissée, on y va. Chez Louane, au départ c'était vraiment plus les troubles des apprentissages, tout ce qui est coordination, psychomotricité, le sommeil, ça a été dès le départ. Le TSA est venu après. Okay. Voilà, c'est venu, là ça fait depuis qu'elle a environ 8 ans qu'on a passé un cap. Il y avait déjà des petites choses quand elle était plus petite, mais qui étaient plus gérables, plus légères. Là, ça a pris de l'importance, beaucoup plus d'importance dans nos vies. Comment on se positionne en tant que maman par rapport à ça, ça évolue selon les âges. Ça évolue complètement selon les âges et comment te dire, il y a comme un espèce de point de bascule effectivement quand tu vois que ton enfant commence à être en souffrance aussi. Voilà. Et à pouvoir l'exprimer aussi. Voilà, et à pouvoir l'exprimer, et je pense que c'est là où pour moi j'ai vu aussi son handicap sous un autre prisme. Okay. Et même si j'aime pas vraiment dire handicap, parce que on n'arrête pas de dire aussi c'est juste un fonctionnement différent, c'est des neuroatypies. Malgré tout, le handicap il est là parce qu'on voit bien qu'il y a des freins au quotidien. Il y a des endroits où on ne va pas
Ok. en fonction, par rapport à sa situation. Il y a toute une réorganisation qui est faite aussi en fonction de ses troubles finalement et de ses difficultés, de ce qui peut la mettre en difficulté, même si on ne peut pas mettre nos enfants dans des bulles, bien sûr. Parfois on essaye de les protéger quand même un petit peu et en même temps ils ont besoin d'expérimenter certaines choses. Mais du coup, nous en tant que parents, c'est difficile de les voir en difficulté. Pour toi, Emmanuel, le jour où tout a recommencé finalement, c'est le jour où tu as compris qu'il fallait que tu puisses reprogrammer finalement ta vie, ton organisation, pour pouvoir t'adapter au mieux aux besoins de Louane. Oui. On précise quand même qu'ils n'ont pas vu, ils ont choisi les questions, mais ils n'ont pas eu le temps de préparer les réponses. Donc on vous livre vraiment la réponse à chaud, hein, tu peux en témoigner, Emmanuel. Ouais. Donc le jour où tu acceptes de demander de l'aide car tu n'en peux plus. Est-ce que tu as connu ce moment? Oui, plusieurs fois même. Dans les premiers mois où voilà, il y avait des choses quand même qui m'interpellaient, notamment en termes de sommeil. Voilà, donc je suis rapidement allée chercher de l'aide et je pense qu'il ne faut pas hésiter à le faire. Ok. Ça, c'est un message pour tout le monde. Hein. Ouais, n'attendez pas le moment où vous n'en pouvez plus. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je témoigne aujourd'hui, déjà pour t'encourager dans ton projet parce que voilà, ça me tient à cœur, mais aussi pour aider les autres parents et ceux qui pourraient avoir des craintes, des freins, d'aller vers les professionnels ou même déjà peut-être un proche, un ami, voilà, qui peut-être aussi orienter, aider, mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester seul en tout cas. Et donc, quels ont été ces points de contact ou ces relais que tu as été sollicité? Depuis ces 5-6 ans, être dans un cursus, on va dire, enfin cursus, je ne sais pas si on peut appeler ça un cursus, mais en tout cas est suivi régulièrement, enfin tous les ans par le neuropédiatre. Donc elle a des soins orthophonistes, orthoptistes, ergothérapie, accompagnement psy. Donc voilà, mais on se rend compte que ces choses-là sont très spécifiques, très ciblées pour notre enfant et que elle grandit. Nous aussi, on a des besoins. En tant que parents, on a besoin d'être guidés. Donc là, pour l'instant, la guidance parentale, j'attends encore un petit peu. Après, finalement, on va chercher, nous, des informations, mais c'est vrai que c'est chronophage, c'est énergivore. Il nous faut déjà beaucoup d'énergie et de temps pour nous occuper de nos enfants. Donc, c'est coûteux d'aller chercher ces informations sur le net, chercher, voilà. On aimerait bien quand même que la guidance parentale, on soit plus accompagné par les professionnels. D'accord. Donc ça, j'espère que par la suite, ça pourra venir. Donc tu as fait recherche sur Internet, ouais. Si j'ai bien entendu. Ouais. Les échanges avec les professionnels de santé qui accompagnent Louane. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres relais? Ouais, après, finalement, c'est là où je t'ai rencontré. C'est aux journées sur les troubles du neurodéveloppement à Brignais. Donc les 3 journées voilà, qui ont été tellement enrichissantes, où j'ai vraiment beaucoup appris. Ça m'a permis donc d'échanger avec aussi des professionnels lors des ateliers. De te rencontrer, de rencontrer d'autres parents. Et ça a été aussi un déclic. Ces journées-là, elles m'ont permis aussi de rencontrer les associations. Et ça, pour moi, ça a été énorme parce que ça faisait un moment que je me disais il faut que tu ailles voir les associations. Mais j'arrivais pas à franchir le pas. Je sais pas pourquoi, il y avait une espèce de barrière psychologique à faire ce premier pas. Ok. Je pense que c'est ça le point qui est important à travers tout ce que tous les exemples et finalement tous les relais que tu as été chercher, c'est pour sortir de cette solitude, ouais. Pour pouvoir avoir des réponses quand cela a été possible, qu'elles viennent d'autres parents, qu'elles viennent de professionnels de santé, qu'elles viennent d'associations, pour pouvoir finalement avoir le soutien, les bons mots
peut-être dont tu avais besoin pour avoir les éclaircissements, les accompagnements, pour mieux vivre ton quotidien? Parce que d'après ce que j'entends, et arrête-moi si je me trompe, c'est que c'était vraiment pour mieux comprendre et mieux vivre ce que vous traversiez avec Louane. Oui, et puis mieux l'accompagner aussi. Mieux l'accompagner. Ouais. Et par rapport au regard des autres. Donc, quand elle est rejetée par les autres, c'est là où elle souffre en fait. Je pense qu'elle souffre pas, elle, d'être comme elle est. Puisqu'elle est comme ça. Elle est comme ça, c'est... Voilà. Et moi, je souffre pas qu'elle soit comme ça non plus, parce que c'est ma fille, je l'aime, et bon, même si c'est pas simple tous les jours, mais finalement, ce qui fait le plus souffrir, c'est le regard des autres. Ah, quelle belle transition! Le jour où tu commences à moins sortir par peur du regard. Tu l'as connue celle-là, hein? Oui, effectivement, quand les troubles donc, du spectre de l'autisme de Louane ont commencé à prendre plus de place, on va moins au parc, par exemple. Ok. Pourquoi, par exemple? Est-ce que c'est pour elle? Est-ce que c'est par rapport aux autres? Est-ce que c'est parce que... C'est par rapport aux autres, parce qu'on a déjà eu en fait des problèmes, des altercations, ouais, carrément des altercations, parce que Louane n'avait pas été comprise en fait. D'accord. Voilà, donc... Avec d'autres enfants, d'autres parents? D'autres enfants, mais avec du coup les parents qui s'en mêlent, qui veulent pas comprendre. Donc du coup, voilà, il y a comme je disais tout à l'heure, il y a des endroits qu'on évite après, malheureusement. Et effectivement, c'est ce qui crée l'isolement. Aujourd'hui, il y a des endroits que j'évite encore avec ma fille, donc les supermarchés, certains parcs. Voilà, après, on s'enferme pas non plus. Dans les transports en commun, c'est toujours... C'est une épreuve, les transports en commun avec Louane, surtout si tu es dans les heures de pointe. J'essaye de la préparer au préalable. J'essaye des fois de lui expliquer après, mais certaines choses sont compliquées pour elle à comprendre. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la peur du regard, c'est un élément, c'est ce qu'on disait finalement, la transition était assez parfaite. La transition sur la peur du regard, cette stigmatisation, en tant que parent, on n'a pas le pouvoir de l'en empêcher. Par contre, on doit trouver les moyens d'expliquer, de verbaliser des choses que parfois nos enfants, selon les âges, ne sont pas du tout en capacité soit d'entendre, soit de comprendre, quelle qu'en soit la raison. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, quand vous voyez des comportements parfois atypiques, mais qui ne sont en aucun cas dangereux, violents, véhéments, ayez cette ouverture, cette acceptation, parce que des petites remarques, comme celle que tu as eue dans le cadre du théâtre, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça fait à la fois de la peine à l'enfant qui ne comprend pas, et à la fois de la peine aux parents qui vivent ça X fois par jour ou par semaine, et qui en souffrent en silence. Moi, ce que je souhaite, c'est que sa différence, en fait, pour elle, soit pas quelque chose de péjoratif, négatif, qu'elle n'ait pas de sentiment de se sentir inférieure. C'est un peu mon combat aujourd'hui pour elle, parce que, comme je te dis, on sent qu'il y a de la souffrance. Et finalement, c'est là où la société, elle doit changer, parce que sa souffrance, elle est aussi dans le regard des autres. Tout à fait. Je suis totalement alignée avec toi, et c'est aussi pour ça que la tribu s'est appelée la tribu des extraordinaires. C'est pas pour dire que les personnes sont mieux, c'est pas le sens. Le sens, c'est de dire que ce sont des personnes comme tout le monde, avec un petit truc extra, ça veut dire différent. Un fonctionnement différent. Un fonctionnement différent. Et que finalement, il n'y a pas de souffrance tant que cette différence n'est pas confrontée au reste de la société. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuelle. Merci à toi. Merci pour à la fois
ta transparence, ta franchise et puis ces récits de vie, c'est assez précieux. Ça ne se consigne presque nulle part, mais heureusement aujourd'hui on a des moyens qui nous permettent de pouvoir les filmer, les capturer pour pouvoir les diffuser au plus grand nombre. Donc merci beaucoup et je te souhaite bon courage pour toi, pour Louane. Et je sais que ce n'est que le début de beaucoup d'échanges. Tout à fait, merci à toi.